Bonjour, je suis Christophe Pat, le fondateur du média MyRHline.com, dédié aux professionnels des ressources humaines. Bienvenue dans T'as raté le coche, le podcast qui décrypte les tendances et l'actualité du monde du travail. Dans cet épisode, on va se demander ce qui se passe quand tu recrutes à la tête du client. Comment s'assurer de trouver le bon candidat, de ne pas faire rentrer en jeu les fameux biais cognitifs? Et pour répondre à cette question, j'ai invité David Bernard, CEO d'Assess First. Venez, je vous emmène. Salut David. Salut Christophe. David, tu es CEO chez Assess First. Tu peux nous raconter un peu ton parcours? Ouais, je suis psychologue du travail, donc plus précisément, je suis diplômé en psychologie quantitative, c'est-à-dire que c'est l'étude de toutes les techniques, les méthodes, les outils qui vont permettre de quantifier les caractéristiques psychologiques, comportementales, en particulier des candidats dans le cadre du travail. Alors, la question de ce podcast, c'est comment ne pas recruter finalement à la tête du client. Ouais. Et on parle souvent de biais cognitifs. C'est quoi les biais cognitifs? Alors, les biais cognitifs, ça va être tous les mécanismes psychiques, conscients ou inconscients surtout, qui vont impacter la manière dont une personne va capter l'information, la traiter et au final, la façon dont la personne va prendre ses décisions. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que tu as 188 biais cognitifs justement qui sont susceptibles de... troubler un petit peu ton jugement. Et le problème de ces biais cognitifs, c'est qu'ils vont nous amener à faire des raccourcis dans notre manière d'appréhender les situations, de délibérer, et ça peut avoir un impact énorme et négatif sur notamment l'équité des processus de recrutement. C'est-à-dire que tu peux recruter quelqu'un, par exemple, un mec, une nana, parce que tu le trouves beau ou sympa, tu vas le recruter sur ces critères qui sont finalement pas du tout objectifs. Ouais, typiquement, ça c'est un des biais cognitifs, en effet, et on sait aujourd'hui, celui que tu viens de citer, par exemple, le fait d'être quand tu as une personne qui a un physique, on va dire, agréable, enfin en tout cas que tu juges belle, oui, tu auras tendance à être beaucoup plus coulant, on va dire, dans ta manière de prendre tes décisions et sur ta façon de l'évaluer. Alors, comment tu t'en prémunis, en fait? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. La première étape, à mon sens, c'est tout d'abord de bien définir quels sont les critères sur lesquels tu dois t'appuyer pour évaluer une candidature, évaluer un candidat notamment pendant un entretien. Parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches ou si tu n'as pas une définition bien précise de quels sont les critères qui sont liés positivement à la réussite, à l'engagement, c'est quand même ce que tu cherches à prédire, dans le job pour lequel tu recrutes, déjà ça part mal. Ensuite, il va falloir se doter de méthodes, d'outils qui vont te permettre justement d'aller au-delà de ces biais cognitifs, de les neutraliser. Donc on peut penser tout d'abord à le plus simple, c'est l'entretien structuré, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un entretien un peu décousu ou une simple conversation, tu vas avoir une liste extrêmement précise des questions que tu vas poser à chacun de tes candidats, à chacune de tes candidates. Donc il faut toujours les poser de la même manière, dans le même ordre, ça c'est hyper important. Et surtout dans le choix des questions, c'est-à-dire des questions qui soient ce qu'on appelle centrées sur les comportements, entretien de recherche de faits, c'est-à-dire que typiquement si tu cherches à évaluer la créativité d'une personne, tu vas lui poser une question de type donnez-moi un exemple concret de situation à l'occasion de laquelle vous avez dû faire preuve de créativité. Voilà, présentez-moi la situation, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, comment vous vous êtes pris pour les contourner. Et ça, c'est intéressant parce que ça va te permettre d'avoir des illustrations très concrètes, non pas tirées de l'imagination de la personne. Par exemple, quand tu poses des questions du type alors imaginez, vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Faut pas poser des questions comme ça, parce que ça va juste conduire la personne à se projeter, à imaginer la façon dont elle traiterait la situation. Mais c'est pas ça qu'on cherche à savoir. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est concrètement, dans son expérience, comment ça s'est passé, quelles ont été les techniques, les stratégies, les outils, les méthodes que la personne a employées justement pour faire face à la situation à laquelle elle a été confrontée, quoi. Alors, l'entretien structuré, on en entend souvent parler, mais malgré tout, admettons je suis recruteur. Ouais. J'arrive le lundi matin, je suis en pleine forme, je fais mes 10 entretiens structurés dans la journée. Le mardi, je suis un peu malade. Moi, en tant que recruteur, donc je vais faire mes 10 entretiens, mais en même temps, je ne suis plus dans le même état psychologique. Ouais. Du coup, est-ce que c'est suffisant? En fait, non. Clairement, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que ce qui est préconisé,
en plus justement de la structuration des entretiens, c'est se doter d'outils qui vont permettre de recueillir de la data fiable, le plus structuré possible également, concernant le potentiel de tes candidats. Et typiquement, aujourd'hui, tu as tout ce qu'on appelle, c'est une grande famille, les tests psychométriques. Ça, c'est hyper intéressant dans le sens où ce sont les mêmes questions auxquelles les personnes vont être confrontées. Et surtout, ces outils ont été conçus justement pour éliminer un maximum possible de biais. Et pour chaque candidat, par exemple, si tu lui fais passer un questionnaire de personnalité ou un test cognitif, tu vas récupérer ces résultats sur les 20 traits de personnalité avec une échelle qui va être standardisée. Et donc, aujourd'hui, c'est la technique la plus fiable qui existe pour avoir une mesure du potentiel des candidats et également pour pouvoir comparer différents candidats, toutes choses égales par ailleurs. Donc, si tu veux aujourd'hui professionnaliser le processus de recrutement, introduire davantage de fiabilité, de consistance dans l'évaluation des candidats, clairement, ces outils-là, tu ne peux plus faire l'impasse dessus. Alors, est-ce que la façon dont le test va être passé va influencer les résultats ? C'est-à-dire, je suis candidat, je reçois les tests, je suis assis dans mon canapé, je les passe. Ou alors, je suis dans l'entreprise et pendant mon entretien, on me les fait passer. Donc finalement, 2 modes de passation complètement différents. Est-ce que ça a un impact sur les résultats ? Ça peut impacter, mais de manière extrêmement marginale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dois développer, valider un outil avant de le mettre sur le marché, tu vas t'assurer justement de neutraliser au maximum l'ensemble de ces facteurs qui peuvent parasiter, on va dire, une évaluation. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que de nos jours, la plupart des entreprises utilisent des outils d'évaluation en ligne. Et donc, le candidat va se retrouver dans la situation suivante, c'est-à-dire qu'il va être chez lui, dans le confort d'un environnement qui est familier, et donc il va être généralement beaucoup plus relax, plus détendu, et il va pouvoir répondre de manière aussi également beaucoup plus spontanée au test. Alors que c'est vrai que quand tu le passes à l'intérieur d'un cabinet de recrutement ou dans une entreprise, tu as peut-être aussi tout le décorum qui va introduire une forme pas de tension, mais de pression, on va dire, supplémentaire sur le candidat. Il se dit, là, je suis dans des situations à enjeu. Donc, ce qu'on conseille, nous, à tous nos clients, les clients d'assesseurs, c'est vraiment d'évaluer les candidats en ligne. On précise bien, mettez-vous dans un contexte qui est propice, justement, à la passation de ce genre de test, réservé 25 minutes. Et puis, généralement, ça se passe très bien. On m'avait dit que ça prenait 45 minutes, les tests. Non, ça prend pas 45 minutes. Aujourd'hui, c'est pareil. Là, on a sorti un nouveau test, questionnaire d'évaluation de la personnalité qui s'appelle Swipe. Donc, avant, on était sur une version qui nécessitait 12 minutes environ. Et donc là, on a de nouvelles technologies, de nouveaux algorithmes de cotation des réponses et qui fait qu'on est descendu à moins de 6 minutes. Donc, en moyenne, c'est 5 minutes et 30 secondes pour procéder à l'évaluation du potentiel d'un candidat. Pour schématiser, de ce que j'ai compris de Swipe, c'est un peu le Tinder des tests de recrutement, c'est ça ? Ouais, c'est exact. Alors, c'est le Tinder, je sais pas si c'est le Tinder. Dans le mode d'utilisation. Dans le mode d'utilisation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as une série d'images hautement évocatives, avec à chaque fois un mot, un terme qui est associé. Et le candidat va simplement swiper left, right, à gauche, à droite, sur l'image, en fait, qui lui correspond le plus. Et en fait, on pourrait se dire, c'est bizarre. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau va traiter les images 10 fois plus rapidement environ qu'il ne va traiter des phrases ou des mots. Donc du coup, ça aussi, ça vient court-circuiter le processus selon lequel le candidat pourrait chercher à un moment donné à changer ses réponses, à les orienter vers tel ou tel type de facteur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant passer les 2 versions, c'est-à-dire la version test classique, la version swipe, à des milliers et des milliers de candidats, qu'on arrive à des résultats qui sont beaucoup plus prédictifs et beaucoup plus proches de la réalité de qui est l'individu que ce qu'on était capable de faire auparavant. Est-ce que c'est une nécessité face notamment à l'IA, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui utilisent ChatGPT pour contrecarrer les tests. Ouais. Est-ce que Swipe est une réponse à ça ? Puisque je ne pense pas que ChatGPT puisse passer Swipe à la place d'un candidat. Non, clairement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tous les outils qu'on développe sont ce qu'on appelle AI-proof, c'est-à-dire résistants à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on va développer l'outil, non seulement il faut s'assurer que ces caractéristiques psychométriques soient
correcte, voire excellente, hein, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la validité, la fiabilité, la fidélité, la sensibilité, mais on s'assure également que quand tu envoies l'ensemble des questions à ChatGPT, tu lui demandes de te sortir par exemple un profil sur mesure sur la perso, aujourd'hui avec des tests classiques, il est en mesure de s'approcher de cette image idéale que tu souhaiterais projeter. En revanche, avec les nouveaux formats, tels que Swipe pour la personnalité ou Brain, par exemple, sur les capacités cognitives, eh bien, ChatGPT, aujourd'hui, en tout cas, ne peut pas répondre à ce type de questionnaire. Merci David. Merci Christophe.